Bonjour à tous, mon invité aujourd'hui est le général Vincent Desportes, que tout le monde connaît, et dont je rappelle le dernier livre, Devenez leader, un bouquin qui devrait être obligatoire pour toutes les écoles de commerce, et aussi en fait pour les officiers d'ailleurs. Bonjour Vincent, alors on a de multiples guerres, de multiples crises, est-ce que tu penses qu'on est à un moment de bascule en termes géopolitiques? Alors, merci Pascal d'abord de m'inviter, et d'autre part, je crois que ta question est fondamentale. Je crois qu'il ne faut pas voir les événements qui se succèdent là, les uns en Ukraine, en Syrie, en Palestine, les uns après les autres, mais essayer de les raccrocher à de grandes tendances en marche par le monde. Je crois que la prise de recul est importante pour arriver à comprendre ce qui risque de se passer. Moi, je pense que on est vraiment à un moment où la prise de conscience est importante et d'autre part le sursaut bien sûr. Oui, nous sommes à un basculement du monde. Alors évidemment, si on écoute Raymond Aron, il nous a dit que chaque génération avait le sentiment de vivre un tournant, etc. Mais la nôtre, si tu permets, c'est le deuxième. On a eu un premier tournant qui était évidemment la fin de la guerre froide à partir de la fin des années 80, 89 exactement. Et puis là, on a une nouvelle évolution profonde qui est, au fond, qui se traduit par un rejet d'un monde qui a été créé en 1945 par les puissants, avec non pas un effondrement de ce qu'on peut appeler l'Occident, pour parler rapidement, mais une montée d'autres peuples, d'autres populations, d'autres économies qui ne souhaitent plus être dirigées comme elles l'étaient avant. Alors le paradoxe, c'est que la première évolution, le premier basculement dont tu parles, c'est plutôt le triomphe de l'Occident qui voit ce qui avait structuré sa perception de la menace disparaître, à savoir la menace soviétique, et au moment où il triomphe, il ne se rend pas compte qu'en fait que les bases de sa domination sont en train d'être sapées. Et deuxième remarque, il y a donc eu un choc brutal, la fin du monde bipolaire, et un basculement plus progressif qui est la fin de la domination occidentale du monde. Ah, je crois. Alors, d'abord, puisque tu m'en donnes l'occasion, je voudrais dire combien nous sommes, nous, les anciens puissants, fautifs, combien nous n'avons pas compris effectivement ce qui se passait. Et je pense que les États-Unis là-dedans ont évidemment une place importante, puisque les dominants c'était eux, et combien nous avons finalement raté l'après-guerre froide. C'était l'occasion ou jamais de construire un monde véritablement nouveau, alors que nous avons essayé de perpétrer notre puissance et de laisser continuer un monde dont les bases s'étaient effectivement déjà effondrées. Alors tu as raison, moi je dis que on est à un moment où on a des parenthèses qui nous ont formatés, qui nous ont donné des illusions dans lesquelles nous étions bien. Ces parenthèses qui étaient en quelque sorte un golden age, un âge où tout allait bien, sont en train de se refermer. La première parenthèse, par exemple, ça fait 80 ans qu'aucune grande puissance n'a attaqué une autre grande puissance. Cette affaire-là, c'est terminé. Une parenthèse dans laquelle, de fait, l'Europe a vécu en paix, alors que la guerre est désormais à 1500 km de Strasbourg. Une parenthèse, par exemple, dans laquelle la Russie, bon an mal an, était toujours sur sa lancée du 19e, était accrochée à l'Occident. C'était vrai depuis le début du XVIIIe siècle. Et une Russie qui va nous quitter et qui devient notre adversaire pour des décennies, peut-être des années. Et puis au-delà de ça, cette parenthèse qui est extrêmement importante pour nous, c'est la fin, je dirais, du moment occidental. Ce moment, il a commencé en 1492 et nous avons dominé le monde au fond par l'excellence de nos armées qui nous ont permis de pousser nos valeurs, de pousser notre droit, d'établir notre ordre. Eh bien, ce moment-là est en train de se refermer. Cette parenthèse est refermée parce qu'il y a un monde qui est en train de se cristalliser, qui ne l'est pas encore, qui est en train d'apparaître et qui veut absolument trouver lui-même sa propre place dans le monde à venir. Tu parles des erreurs des Occidentaux. Alors, quelles sont les erreurs? Comment ont-ils manqué ce virage où on parlait d'un nouvel ordre mondial, on disait que l'ONU aurait réglé toutes les questions de sécurité? Comment s'est fait la bascule à l'orée des années 90 et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire que nous n'avons pas fait? Alors, d'abord, nous avons vécu sur des illusions. Nous avons cru que la mondialisation allait créer de la démocratie.
Nous avons cru que l'économie elle-même allait créer de la démocratie. Nous avons cru que finalement l'État-nation allait disparaître parce que les institutions internationales allaient prendre une place de plus en plus importante. Et on voit bien que tout ça n'était que des illusions basées sur la capacité de notre puissance à s'imposer dans le monde. Alors qu'est-ce qu'on a raté? Moi j'aime bien la citation de George Bush, le père, qui au moment où on aurait pu établir une façon de vivre ensemble avec la Russie, c'est-à-dire début des années 90, hein, et alors il était toujours aux affaires, dit attendez, nous on a gagné la guerre, eux ils ont perdu. Et donc au lieu de profiter de ce moment pour établir un système de sécurité globale respectueux je dirais, des psychologies profondes des peuples et des nations, nous ne l'avons pas fait. Nous en avons profité pour chercher à accroître encore notre domination qui commençait à être rejetée. Est-ce que les Européens ont fait ça? Non. Mais les Européens ont été faibles. Là, il faut se rappeler... Ils ont suivi, finalement. On a suivi, on se rappelle de Montesquieu, qui nous dit est responsable celui de la guerre, celui qui la pousse, mais également celui qui la rend inévitable. Hein, là, je pense évidemment un peu à la guerre en Ukraine aujourd'hui. Et je dirais à ceux qui n'ont rien fait pour qu'elle n'arrive pas. C'est-à-dire qu'il fallait, nous, Européens, quand la menace existentielle avait disparu, nous prenions notre autonomie et arrivions à être enfin un acteur adulte des relations internationales. Nous ne l'avons pas fait, nous ne l'avons pas fait par faiblesse, nous ne l'avons pas fait parce qu'au lieu d'avoir une vision du monde, nous nous sommes préoccupés, nous nous sommes centralisés uniquement sur des problèmes de politique politicienne. Et tu penses que les conflits auxquels on assiste aujourd'hui, aussi bien au Proche-Orient qu'en Europe, avec la guerre en Ukraine, sans parler de multiples autres conflits dont on parle moins, proviennent directement ou indirectement de ce basculement? Absolument, absolument. Le monde n'est jamais stable. Le monde évolue. Et les conflits actuels sont étrangement, à mon sens, une espèce de télescopage entre un conflit Est-Ouest qui est latent, c'est-à-dire au fond entre l'Empire américain et l'Empire russe, et puis un conflit Nord-Sud. Et alors que tout ça a été stabilisé justement par l'ordre bipolaire, à partir du moment où l'ordre bipolaire est tombé, eh bien les masses de nations, etc., ont commencé à bouger. Donc oui, cette reconfiguration du monde, elle est finalement la poursuite de ces grandes tendances. Et oui, nous avons été profondément fautifs. Et aujourd'hui, on a des conflits, hélas, Ukraine, Syrie depuis quelques jours, le conflit israélo-palestinien. Et je crois qu'il faut bien comprendre ça comme un wake-up call, diraient les Américains. Il faut nous réveiller. Au fond, est-ce qu'on veut faire demain un peu plus du même, ou est-ce qu'on veut repenser le monde de demain? Est-ce qu'on veut dire, mais non, nos valeurs sont évidemment universelles, notre ordre est universel, il faut juste le réappliquer. Et je note que c'est bien le cas, la volonté des Américains. Les Américains veulent, on le comprend, ce sont les puissants, ils veulent rester là où ils sont, ils ont envie de continuer le monde tel qu'il est, de le perpétrer, et non pas de revenir en arrière. Et donc je pense que c'est justement aux Européens, qui sont plus, hélas, le continent ou le groupe de nations de la puissance, de repenser le monde de demain, et quoi qu'il arrive. Le monde de demain ne pourra pas être autre chose, sauf si nous souhaitons qu'il soit un monde en guerre généralisée, il ne pourra pas être autre chose qu'un monde de coexistence pacifique entre des cultures différentes, entre des religions différentes, entre des régimes politiques différents que nous devons accepter. Mais est-ce que les Européens sont capables de le faire? On les voit tétanisés par la peur que Trump abandonne l'OTAN, prêt un peu à céder à ses demandes de peur d'être abandonné. On a plutôt l'impression d'avoir une Europe qui est fragmentée plutôt que solidement unie vers un projet. Et par ailleurs, il y a aussi des gens qui en Europe pensent qu'ils ont des valeurs universelles et que effectivement, on voit bien qu'il y a des gens qui pensent que leur mission est de répandre ces valeurs dans le reste du monde, y compris par la contrainte. Dans ta question, il y en a deux. Alors, je réponds à la première question. Ben, ça a été notre illusion de penser que parce que nous avions les plus gros canons, nos valeurs étaient devenues universelles. Non, elles n'étaient universelles. On sait bien que les valeurs ne valent que par l'épée qui les pousse. Or, et quelque chose qui a profondément changé depuis 30 ans ou 40 ans, c'est que les armes ne produisent plus de résultats politiques.
les armes produisent des résultats militaires, mais nous sommes avant une bataille décidée d'une sorte d'une nation pour des années ou des décennies. Aujourd'hui, c'est faux. Il y a eu une espèce de resocialisation des territoires qui fait que la dissociation entre les peuples et les États font que c'est pas parce que vous imposez une défaite à un État que le peuple lui-même accepte d'être défait. Nos valeurs, moi j'aime bien donner l'exemple de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948. Pour nous, c'est la base. Qui a écrit cette déclaration universelle? Eh bien, c'est une commission de rédaction. Eh bien, dans cette commission de rédaction, il n'y a que des Occidentaux. Alors, je caricature un peu parce qu'il y a un Chinois qui a été formé à Princeton, et il y a un Libanais qui a été formé à Harvard et qui enseigne. On voit donc que cette déclaration universelle des droits de l'homme est le pur produit de nos propres valeurs. Et donc, un universalisme qui n'est considéré comme universel que par ceux qui le prônent ne peut que déclencher du ressentiment. Et donc, il y a du ressentiment. Alors, je reviens sur le début de ta question. Oui, l'Europe est faible, oui, elle est extrêmement faible parce qu'elle n'a pas de point de convergence des volontés. Moi, j'enseigne la stratégie, HEC, Sciences Po, etc. Et je sais bien que la stratégie, elle part d'un objectif commun qui va permettre de décliner des chemins critiques qui permettront d'y aller. Donc, il faut avoir une vision commune du monde. Et effectivement, l'Europe est incapable aujourd'hui d'avoir une vision commune du monde. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'on attend de la guerre en Ukraine. Les Européens n'attendent pas la même chose. Et donc, on est incapable. Alors, après, on peut en faire le constat et dire c'est foutu. Moi, je ne fais pas ça. Je dis non, il faut répéter infiniment que nous avons besoin d'une Europe forte. Moi, je ne suis pas européen pour être européen. Je suis européen parce que je suis profondément français. Et qu'on sait bien qu'à l'échelle des nations aujourd'hui, une nation moyenne, une puissance moyenne comme la France, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne ou la Pologne ne peuvent pas se défendre seuls. Donc, nous devons être ensemble, devenir adultes et bien considérer qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire quelques sacrifices en termes de capacité nous-mêmes à régler le monde, de manière à constituer un collectif. Un collectif, c'est un abandon de liberté pour en gagner davantage. Et c'est bien exactement ce que doit devenir l'Europe. Alors, moi, ce que je regrette infiniment, c'est que les événements politiques récents font que ça devient de plus en plus compliqué. Au moment où on a besoin d'une Europe forte, eh bien, on a une Angleterre, une Grande-Bretagne qui nous a quittés, mais on a surtout une France qui n'est plus rien, ou pas grand-chose, et une Allemagne qui n'est plus rien, parce que les hommes au pouvoir, eh bien, ont commis des erreurs graves. C'est dans le cas de la France, le président Macron, au début de l'année 2024, avait commencé avait réussi à cristalliser autour de lui un certain nombre de pays en faisant des déclarations qui ont plu ou qui ont déplu, mais on commençait à avoir une espèce de leadership. Et là, ce leadership s'est effondré avec la dissolution de l'Assemblée nationale à la fin du printemps dernier. Mais si on prend les deux principaux conflits les plus visibles, les plus structurants, la guerre en Ukraine et la guerre Israël-Palestine et les pays voisins, on voit que sur la guerre en Ukraine, l'Europe perd sa crédibilité. On a dit que notre crédibilité était en jeu si Zelensky ne réussissait pas ses buts de guerre, à savoir reconquérir les territoires. Et on voit très bien que une fois que les États-Unis ont retiré le tapis sous nos pieds, on n'a pas tellement d'options. Et par rapport au Proche-Orient, ce que l'on voit, c'est une Europe profondément divisée. Y compris sur l'attitude à avoir par rapport aux qualifications, par rapport à la Cour pénale internationale, et donc une Europe où lorsqu'il y a un vote à l'ONU, certains votent pour, d'autres contre, et d'autres s'abstiennent. Tu as raison. Je trouve que le deuxième sujet est plus facile à régler. On aurait dû, c'était relativement facile à avoir une position commune. Au fond, c'est un problème moral. Qu'est-ce qui était bien et justifié dans l'action de l'État d'Israël et qu'est-ce qui était totalement injustifié? On a une morale commune, on a des origines communes qui sont chrétiennes, etc. Bon, on sait bien. On aurait pu trouver une position commune qui n'était pas une position politique, mais plus une position morale et de droit international. C'était relativement simple. On l'a pas fait et ça a été tout à fait désolant. Sur l'affaire de l'Ukraine, c'est un peu plus compliqué parce qu'au-delà de la morale, tu as raison, nous sommes décrédibilisés, comme les États-Unis d'ailleurs, qui sont totalement décrédibilisés dans cette affaire-là, et je crains que le futur président Trump ne l'ait pas véritablement compris quand il dit, il y a 8 jours, je n'aiderai pas l'Ukraine. Je pense qu'il n'a pas véritablement compris ça. Mais oui, nous sommes décrédibilisés parce que nous avons eu des visions
totalement différente de ce que nous attendions de cette guerre, et je reviens à mon premier propos, tant qu'on ne sait pas ce qu'on attend d'une action, on ne peut pas la conduire. Cette guerre a été pour nous, mais par les Américains, conduite de manière astratégique, c'est-à-dire sans stratégie. Et on a cru que l'espoir était une stratégie, mais l'espoir n'est pas une stratégie. On a vécu d'illusions en disant que on a entretenu une illusion par rapport à l'Ukraine. Illusion totale. Et on a cru que donner de l'armement était une stratégie. Mais non, c'est un moyen pour une fin, mais la fin n'ayant pas été définie, ce qui fait que nous avons toujours agi en réaction et non pas en proaction. Or, la stratégie, c'est agir en proaction. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 2 ans et demi? Monsieur Poutine fait ça, on fait ça. Monsieur Poutine fait ça, on fait ça, sans jamais rien définir. Donc je crois qu'on a dépensé quand même 400 milliards d'aides à l'Ukraine, globalement, nous l'Occident, pour arriver à quoi? Pour arriver à une Ukraine aujourd'hui faible, qui perd tous les jours entre 25 et 30 km². Donc effectivement, nous nous sommes décrédibilisés. Nous avons fait les choses à moitié, sans véritablement avoir une volonté politique clairement définie. Comment expliquer cette faillite? C'est un manque de perception? Enfin, comment expliquer qu'on a pu s'aveugler à ce point? Alors, parce que ceux qui alertaient en disant attention, les buts de guerre de Zelensky ne sont pas accessibles, et tu en faisais partie également, bien sûr. On était très considérés comme des munichois ou comme faisant le jeu objectif de Poutine quand ce n'étaient pas les accusations pires que celles-ci. Parce que je crois qu'on a confondu fondamentalement la morale et la géopolitique. Et là, ce sont 2 choses totalement différentes. Et on a pensé que une politique globale devait être morale pour être efficace. Et on ne s'est pas rendu compte qu'une politique pouvait être morale dans ses buts, mais totalement contre-productive dans ses effets si elle n'était justement que morale, c'est-à-dire si elle ne tenait pas compte des réalités. Les gens qui connaissent un peu ces affaires-là, et les militaires les comprennent assez rapidement, comprennent bien que entre un des pays qui s'appelle l'Ukraine, qui est à peine un tiers de la population de l'autre, qui en capacité industrielle n'a rien à voir, eh bien évidemment l'Ukraine ne pouvait pas gagner, sauf, et ça aurait été possible, si nous avions fait dès le début le choix d'une aide massive qui aurait permis, en particulier quand les Ukrainiens avançaient, c'était au mois de mars 2022, aurait peut-être permis à ce moment-là de modifier les choses. Voilà. Alors pourquoi au fond on n'a jamais réussi à faire de stratégie? Parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur qu'est-ce que j'attends de cette guerre et comment. Et ça on n'y a toujours pas pensé. Qu'est-ce que je dois produire pour que cette guerre s'arrête? On n'a toujours pas compris cette affaire-là. Et pourquoi? Eh bien parce que nous avions une vision du monde tout à fait différente. C'est bien que l'Europe était divisée, avec par exemple les pays des Balkans qui étaient habituellement pro-russes, donc il y avait une vision très différente. Les pays du front, les pays baltes et la Pologne, qui finalement avaient un relatif intérêt, ou peut-être un intérêt tout court, à ce que cette guerre continue, puisque chaque jour que Dieu faisait, l'armée russe, qui est leur ennemi profond, leur ennemi vital, voyait son armée détruite petit à petit. Et puis une Allemagne qui a toujours été attirée vers l'Est, avec une économie qui dépendait traditionnellement effectivement du gaz. Et puis une France qui se voyait différente des autres. Et donc finalement, ayant des visions du monde différentes, alors on a été incapable de se mettre d'accord sur un objectif. Quand vous n'avez pas d'objectif commun, vous savez, c'est assez intéressant de voir à partir de quel moment avons-nous gagné la Première Guerre mondiale. C'est simple. À partir du moment, on est déjà des millions de morts au total, bien sûr. À partir du moment où Lloyd George, à partir du moment où le président Wilson et Georges Clemenceau disent, il y en a marre. Maintenant, il faut faire la stratégie et il faut un chef unique. Il n'y a pas eu de chef, on n'a fait que de la tactique. Depuis le début de cette guerre, je schématise un peu, mais pas si loin que ça. Et à ce moment-là, il dit, non, il nous faut un chef qui va définir une stratégie, et on va faire converger la volonté des Américains, des Anglais, des Belges, des généraux français, etc. Et on y arrive. Mais ce qui nous a manqué depuis le début, et donc, en 3 mois, entre avril 18, date de la nomination de Foch comme maréchal, général en chef et maréchal, et novembre, là, on va pouvoir faire de la stratégie, et on va repousser les Allemands après la contre-attaque de Villers-Cotterêts. Parce qu'à un moment donné, on s'est mis d'accord sur un objectif. Et donc la question est... Et là, je rappelle que cette décision est prise par Clemenceau parce que Paris est bombardé toute la nuit par la grosse Bertha et les canons allemands qui sont en forêt de Villers-Cotterêts. Alors, jusqu'où faudra-t-il descendre, nous, Européens, pour qu'on arrive à se dire, mettons-nous d'accord sur un objectif unique?
Et que veut-on faire demain? Que veut-on faire demain avec la Russie? Et la première question à se poser, moi j'appelle ça les impensés de la guerre. D'abord, qu'est-ce qu'il faut produire dans la tête de Poutine pour qu'il décide d'arrêter cette guerre? C'est ça la vraie question. Un. Ensuite, quel système de sécurité globale allons-nous organiser en Europe pour arriver à vivre avec la Russie qui ne va pas déménager et avoir une paix qui dure plus que 30 ans. 30 ans, c'est 89, 2022, d'accord, à peu près. Bon, il faut, voilà. Système de sécurité, on n'est pas d'accord là-dessus. Troisième point, eh bien, le monde de demain à réorganiser, on en a parlé depuis le début. Quelle est la place de l'Europe là-dedans? Comment vivre là-dedans? Une fois que les Américains, on le sait, eh bien, auront diminué puis coupé probablement le soutien qu'ils apportent à l'Europe. Si notre crédibilité stratégique est en cause par rapport à ce qui se passe à l'Ukraine, est-ce que notre crédibilité morale ne l'est pas? On n'arrête pas de faire des leçons de morale au reste du monde, et le reste du monde dit, mais quand c'est Israël qui bombarde des civils, vous ne dites rien. Non, mais vous avez raison. Tout ça manque de clarté. C'est-à-dire que, au fond, la suprématie de l'Occident a été établie par les canons de l'Occident. Ça a toujours été comme ça. Poser la question aux conquistadors, ils ne faisaient pas de pitié. Hein. Bon. Et donc, c'est les canons. Mais derrière, on a dit, au fond, nous avions un droit moral à le faire parce que nos valeurs sont pures, etc. Et oui, et aujourd'hui, ces valeurs, notre ordre, notre culture est rejetée. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas clairs. Il n'y a pas cette clarté morale simple qui permettrait de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est noir, qu'est-ce qui est blanc. Et donc, comme nos affaires ne sont pas claires, eh bien tout ça est repoussé. Est-ce que nos démocraties font envie aujourd'hui? Bien non. Regardez notre démocratie française qui n'arrive pas à se gouverner elle-même. Regardez la démocratie américaine qui divise l'Amérique en deux. Donc le système que nous avons voulu vendre au monde entier, eh bien ce système-là ne fait plus envie. La statue de la liberté aujourd'hui ne fait plus envie au monde, et c'est bien une grande faiblesse du Nord par rapport à ce Sud global qui n'existe pas, mais qui unit par un sentiment, et ce sentiment est un ressentiment, Nous avons désormais, il est à nous désormais de faire porter notre voix pour que nous soyons dirigés comme nous l'entendons, puisque vos valeurs, eh bien, ne sont pas si bonnes que ça. Donc il y a bien une division entre l'Ouest, the West versus the rest, c'est quelque chose, beaucoup le nient, mais même si le Sud global n'est pas cohérent en tant que tel, il y a au moins quelque chose qui unit, c'est le refus d'être dirigé par le Nord. Mais exactement. On dit, mais non, ça n'existe pas, le Sud global. Eh bien, si, ça existe. C'est un fait géopolitique. Est-ce que le Sud global est une puissance? Non. On a même des pays qui sont en guerre les uns contre les autres, qui ont des forts contentieux. Hein, évidemment, Turquie, Syrie, Iran, mais aussi l'Inde et la Chine. Enfin, il y a beaucoup de contentieux. Ceci n'est pas une puissance. Mais enfin, quand le président Poutine a réuni la plupart des dirigeants du Sud global à Kazan, ça remonte à un mois ou un mois et demi, il n'était pas seul, hein, ils étaient à côté de lui. Et donc, oui, la volonté, c'est celle de la désoccidentalisation du monde. Et là, alors pour nous, d'ailleurs, c'est la défrancisation de l'Afrique. On l'a vu, nous avons été jetés comme des malpropres, il faut le dire, du Sénégal, et notre dernier avion a décollé il y a 3 jours pour quitter Djamena pour revenir en France. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai rejet de ce monde-là. Nous ne devons pas le mépriser. Oh, combien nous avons méprisé la Russie à partir de 1989. Vous savez, les guerres sont souvent le fruit du mépris. On l'a dit, la guerre 14-18, la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas tout à fait vrai. Mais enfin, le mépris est une source profonde de sources de conflit. Et donc, je crois qu'il faut non pas dire vous n'existez pas, mais dire oui, vous existez. Oui, nous comprenons vos revendications et nous allons ensemble construire un monde qui nous permettra de vivre, comme je le disais, en coexistence pacifique. Merci Vincent pour cette vision globale qui permet de mieux comprendre les enjeux de ce basculement du monde auquel nous assistons et dans lequel nous sommes entraînés. Merci à toi, Pascal.